Bonjour tout le monde ou rebonjour, voici la quatrième et dernière vidéo sur la synthèse organique du programme de spécialité de terminale et on va donc conclure ce chapitre par une analyse microscopique de la synthèse. Une synthèse se fait en plusieurs étapes. Ces étapes constituent, cumulées, ce qu'on appelle le mécanisme réactionnel. Et pour comprendre chacune de ces étapes, eh bien, il est indispensable de comprendre qu'il y a une interaction entre un site qui est riche en électrons, qui va donc être donneur de doublets d'électrons, et un site qui est pauvre en électrons. Et la transformation, l'étape du mécanisme, eh bien, provient de l'interaction entre le site riche et le site pauvre. C'est cette interaction qui va être à l'origine de la création et de la rupture de certaines liaisons. Donc pour pouvoir identifier et comprendre chacune des étapes, il est indispensable de savoir identifier où sont les sites riches et où sont les sites pauvres. Où est-ce qu'on a un site riche? Eh bien, quand on a affaire à des doublets non liants. Donc les doublets non liants, les atomes porteurs de doublets non liants, il y a l'atome d'azote, un doublet non liant, l'atome d'oxygène qui lui en a deux, les halogènes, comme le brome par exemple, qui eux sont porteurs de 3 doublets non liants. Donc là, ce sont des électrons potentiels pour pouvoir, pourquoi pas, attaquer un site pauvre, d'où une richesse d'électrons. Autre possibilité, la présence d'une liaison multiple. Voici une liaison carbone-carbone, double liaison, et donc là vous avez beaucoup d'électrons qui potentiellement pourraient attaquer donc un site plus pauvre. Enfin, troisième possibilité, eh bien c'est quand on a une liaison qui est polarisée. Alors qu'est-ce que c'est qu'une liaison polarisée? Ça a été vu en classe de première. C'est quand elle met en jeu deux atomes qui n'ont pas la même électronégativité, c'est-à-dire pas la même capacité à attirer vers eux les électrons du doublet liant qui les relie. En chimie organique, les atomes les plus fréquemment utilisés, c'est carbone, hydrogène, oxygène et azote, et puis les halogènes, le fluor par exemple. Donc si je prends l'exemple d'une liaison CF, carbone-fluor, vous voyez là dans ce petit tableau, le carbone il a une électronégativité de 2,6, le fluor 4, plus importante. Ça veut dire que l'atome de fluor attire plus les électrons que l'atome de carbone. Donc les deux électrons, le doublet liant là qui les relie, en moyenne, statistiquement, vont être plus près les électrons du fluor que du carbone. Donc le fluor va être légèrement chargé négativement, puisque les électrons sont chargés négativement. Il va donc être porteur d'une petite charge moins Q, et par compensation, eh bien, le carbone, lui, va être porteur d'une charge plus Q. Alors, plus Q, moins Q, ça c'est la notation qu'on retrouve dans certains livres. Vous avez peut-être dans le vôtre une notation plus delta et moins delta. Ça dépend un petit peu des sources. Donc voilà un exemple. Autre exemple fréquent, c'est la liaison OH. Donc là, on voit une forte différence entre l'hydrogène et l'oxygène. L'oxygène est plus électronégatif, il va donc être porteur d'une charge moins Q. Et puis une autre liaison qui est très fréquente, c'est même la plus fréquente en chimie organique, c'est la liaison CH entre carbone et hydrogène. Là, quand on regarde les deux électronégativités, on constate que la différence, elle existe, mais elle est relativement faible, 0,4. On va donc considérer, pour simplifier l'étude, que toutes les liaisons CH des molécules organiques à notre niveau sont quasiment non polarisées, apolaires. Il y a suffisamment d'autres liaisons dans la molécule pour expliquer les propriétés, et donc là, quand on a affaire à ces liaisons CH, on peut les mettre de côté en termes de polarité. Alors bien évidemment, on peut cumuler tous ces effets. Là, vous voyez une double liaison carbone-oxygène. Donc le carbone et l'oxygène déjà n'ont pas la même électronégativité. L'oxygène est plus électronégatif, donc moins Q pour lui, plus Q pour le carbone. L'oxygène porte deux doublets non liants. Il y a une double liaison entre carbone et oxygène. Donc il y a de multiples raisons pour que ces atomes soient donneurs ou accepteurs de doublets d'électrons. Donc là, on a vu le cas des sites riches. Maintenant, abordons le cas des sites qui, eux, sont pauvres en électrons. Donc on a vu la liaison polarisée. Évidemment, dans une liaison polarisée, il y a forcément un site riche et un site pauvre. Je vous ai parlé du carbone. Donc les atomes les plus fréquemment rencontrés en chimie organique, c'est carbone, hydrogène, oxygène, azote et les halogènes. Et vous voyez que le carbone, il est moins électronégatif que tous ces atomes, à l'exception de l'hydrogène. Mais on a dit que CH c'était non polarisé, ce qui veut dire que
quand on note les plus Q et les moins Q des charges partielles, dans le cas de l'atome de carbone, on est tout le temps ou quasiment tout le temps sur du plus Q, parce qu'il est moins électronégatif que les autres. Et ça peut être intéressant, dans certains cas, d'avoir justement un carbone qui serait porteur d'une charge partielle moins Q, pour pouvoir le faire réagir avec un carbone qui lui serait plus Q. Et dans ce cas-là, ça permettrait d'allonger la chaîne carbonée. Et bien ça, c'est possible si on utilise le magnésium. Et donc là, on a ce qu'on appelle un organomagnésiien. Et donc, vous voyez que le magnésium, lui, il est à une électronégativité de 1,3, plus petit que le carbone. Donc c'est le carbone qui va plus attirer les électrons, et c'est donc lui qui va être porteur d'une charge moins Q. Autre exemple. Quand on a affaire tout simplement à une particule qui est porteuse, une particule d'une charge positive, comme c'est le cas de l'ion hydrogène. L'ion hydrogène, réaction acide-base, dans le cas des réactions organiques, ça peut arriver de les rencontrer. Et donc là, vous voyez une charge plus, c'est forcément un déficit d'électrons, et donc un site qui est pauvre en électrons. Et en fait, pourquoi est-ce que ce H+, il est pauvre en électrons? Parce qu'il est porteur d'une lacune électronique. L'hydrogène possède, c'est le premier élément, un seul électron. Pour être stable, il doit respecter la règle du duet, c'est-à-dire avoir 2 électrons autour de lui. Et pour se stabiliser, souvent, il réalise une liaison avec un autre atome. Et donc, cette mise en commun d'électrons fait qu'il y aura un doublet dans son environnement. Sauf que si on a l'ion H+, l'hydrogène a perdu son seul et unique électron, et donc au lieu d'avoir un doublet, il va se retrouver avec une lacune électronique. C'est l'endroit où il pourrait y avoir un doublet. Et donc là, vous voyez que la lacune, elle est représentée par un rectangle vide, et donc ça symbolise évidemment une source de pauvreté en électrons. Donc la lacune électronique n'est pas forcément associée à une charge positive, on peut la rencontrer dans d'autres molécules, comme celle-ci par exemple, et vous voyez que l'atome de zinc, il est porteur de 2 lacunes électroniques, et donc c'est un site qui est très pauvre en électrons, et donc qui va attirer des électrons éventuellement d'un site qui lui serait riche. Alors maintenant on arrive à la fin du processus, c'est-à-dire qu'on a réussi à identifier les sites riches et les sites pauvres. Voyons comment les deux vont interagir l'un avec l'autre. Et cette interaction va être symbolisée par une flèche courbe qui est toujours dirigée du site donneur vers le site accepteur. En fait, la flèche symbolise le mouvement d'un doublet depuis un site riche, là où il est, le doublet, vers un site pauvre, là où il va être attiré. Alors le premier exemple que je vous propose n'est pas très compliqué. Vous voyez donc ici les 2 molécules qui vont réagir l'une avec l'autre et qui vont former cette espèce chimique-là qu'on appelle un intermédiaire réactionnel. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas de fabriquer cette molécule-là. Cette molécule va ensuite subir d'autres transformations pour donner naissance à la molécule cible qui nous intéresse. Donc c'est bien une étape intermédiaire, on parle d'intermédiaire réactionnel, et pour comprendre la naissance de cet intermédiaire réactionnel, il faut comparer la différence qu'il y a entre lui, qui a été fabriqué, et ce qu'on avait au départ. Et notamment repérer la nouvelle liaison qui est apparue. Et donc cette nouvelle liaison, on voit qu'elle intervient entre l'atome d'oxygène, qui est ici, et le zinc, qui est ici. Donc une fois qu'on a repéré les 2 atomes qui sont nouvellement liés l'un à l'autre, il faut repérer qui était le donneur et qui était le receveur entre l'oxygène et le zinc. Donc là c'est facile, l'oxygène possède des doublets non liants, donc riches en électrons, le zinc lui possède 2 lacunes, donc très pauvres. Donc voilà comment on va symboliser l'interaction entre l'oxygène et le zinc et la naissance de la nouvelle liaison. Deuxième exemple, pour vérifier que c'est bien compris, voici donc 2 nouvelles molécules qui vont réagir ensemble pour donner cet intermédiaire réactionnel. Donc là encore, cherchons ici quelle est la nouvelle liaison qui est apparue. Et donc cette nouvelle liaison, on la voit, elle est apparue ici au niveau de l'atome d'oxygène. Là, l'oxygène n'était lié qu'à un seul hydrogène alors que maintenant il est lié à 2. Ça veut dire que l'atome d'oxygène ici, c'est lié à l'atome d'hydrogène qui est là.
Donc il faut repérer parmi ces deux atomes qui maintenant sont liés, qui est le donneur, qui est l'accepteur. L'atome d'oxygène possède des doublés non liants, il est très électronégatif, donc il a tout pour être le donneur. Pourquoi l'atome d'hydrogène ici est l'accepteur? Il n'y a pas de charge plus, la lacune n'est pas inscrite, mais si on regarde l'électronégativité, eh bien H a une électronégativité qui est beaucoup plus petite que le chlore, qui est un halogène, donc il est porteur d'une charge plus Q, le chlore est quant à lui porteur d'une charge moins Q. Et donc l'un des deux doublés non liants de l'atome d'oxygène, riche donc, va venir attaquer l'hydrogène qui est donc le site pauvre pour créer une liaison OH. Alors ça ne s'arrête pas là évidemment, parce que si ça s'arrêtait là, on se retrouverait avec un hydrogène qui déjà était lié au chlore et qui maintenant se retrouverait lié à l'oxygène, autrement dit qui formerait deux liaisons. Et ça pour un atome d'hydrogène c'est absolument impossible. L'hydrogène ne peut former qu'une seule liaison, un seul doublé liant. Donc s'il crée une nouvelle liaison avec un atome, ici l'atome d'oxygène, automatiquement il va se débarrasser de la liaison qu'il avait précédemment. Donc le doublé qui était liant ici entre l'hydrogène et le chlore, lorsque l'hydrogène se fait attaquer par l'atome d'oxygène, eh bien ce doublet va basculer sur le chlore et le chlore maintenant se retrouve entouré de 4 doublets, tous non liants. Alors pourquoi est-ce qu'il porte une petite charge moins, ce chlore? Parce que naturellement, le chlore possède sur sa couche périphérique 7 électrons. Et donc ces 7 électrons, ces 3 doublés non liants, et puis c'est le 7e électron mis en commun avec l'électron de l'hydrogène pour former ce doublé liant. Là, avec la bascule du doublet, eh bien, le chlore se retrouve entouré de 8 électrons. Il en a gagné un, donc il est porteur d'une charge moins. Et pourquoi là, l'oxygène, lui, est porteur d'une charge plus? Parce que l'oxygène possède 6 électrons sur sa couche périphérique, couche de valence, 2 doublés pour lui tout seul, donc 4 électrons, 2 doublés partagés, donc ça fait bien les 6 électrons, et là, l'un des doublés qu'il avait pour lui tout seul devient un doublet partagé, un doublet liant. Donc il perd un électron dans l'affaire, et donc il devient chargé positivement. Voilà pour l'origine microscopique de l'interaction entre les différents réactifs et intermédiaires réactionnels et qui explique chacune des étapes du protocole. Ce que l'on vous demandera donc de faire dans les exercices, c'est de tracer ces flèches avec éventuellement l'indication des charges plus Q et moins Q pour pouvoir expliquer pourquoi c'est tel ou tel atome qui s'est fait attaquer. Toujours du site donneur vers le site accepteur. Et donc la bonne méthode, c'est de regarder l'intermédiaire réactionnel, ce qui est apparu donc du côté des produits, et de voir ce qui a changé par rapport au réactif. De voir ainsi la nouvelle liaison qui a été créée, les deux atomes concernés, et une fois que vous avez trouvé ces deux atomes, trouvez le donneur, trouvez l'accepteur, vous les reliez par une flèche, et c'est fini. Ça peut impliquer d'autres flèches par la suite, mais déjà vous avez la première étape. Voilà pour cette 4e et dernière vidéo sur les synthèses organiques. À très vite pour la suite du programme.